Bienvenue pour ce 13e webinaire organisé par façadebois.com. Aujourd'hui, donc, nous allons accueillir William Savoie, qui représente Logélis Solutions Bois. Bonjour William. Bonjour. Et Laurent Bourdon, donc représentant dirigeant de bureau d'études l'Innovatech. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, pour rappel, en fait, ces rendez-vous en visio, donc ces webinaires techniques, ont pour objectif de faire un point sur une thématique particulière qui traite des systèmes de façade avec le bois. Aujourd'hui, nous allons découvrir en effet des solutions inédites de murs et façades ossature bois à travers une entreprise, Logélis, qui a développé un procédé industriel innovant garantissant des solutions stables, durables et à très haute performance énergétique. Donc, Logélis aura l'occasion de nous présenter LogiWall et Logiskin. Mais avant tout, je vous fais un bref rappel en effet de qui est façadebois.com, puisqu'en fait, c'est votre plateforme qui vous permet de trouver des solutions, des systèmes, de l'actualité, de faire une veille réglementaire aussi également, donc à travers la partie médiathèque, mais surtout de vous mettre en contact avec des industriels qui développent des produits adaptés à la paroi verticale dès lors que le matériau bois est inscrit dans cette enveloppe du bâtiment. Donc, c'est avant tout un site internet, mais c'est également un écosystème, puisqu'en fait, à travers les webinaires techniques, vous avez des rencontres professionnelles, directes ou indirectes, et également donc des présences sur des salons, l'organisation d'événements. Donc, je suis ravie de pouvoir accueillir, en effet, la diapo suivante. Merci, William. De pouvoir accueillir aujourd'hui William Savoie, directeur industrie au sein de Logélis Solutions Bois, et puis également donc Laurent Bourdon, dirigeant du bureau d'études l'Innovatech. Ils auront l'occasion de se présenter par la suite. Et moi-même, je me présente, donc Estelle Billiotte, consultante bois et fondatrice de la plateforme façadebois.com. Donc c'est 1 heure de visioconférence. Un programme chargé, puisque en fait, nous allons avoir différentes thématiques et un programme qui va nous présenter l'entreprise Logélis. William, si vous voulez bien passer à la diapo suivante, merci. Donc, en retraçant un petit peu l'histoire de l'entreprise, quel est le procédé industriel et le domaine d'emploi qui permet d'utiliser les panneaux Logélis. Un focus sur la réglementation, puisqu'en fait, on est en parallèle du DTU 31.2 et 31.4. On vous rappellera en effet ces deux DTU. Pardon. Pourquoi l'accompagnement vers la réalisation d'un ATEX et d'un avis technique? Et bien sûr, pour Logélis, quels sont les enjeux du développement vers de nouveaux marchés en neuf comme en rénovation? Alors, le principe de ce webinaire technique, c'est de pouvoir poser vos questions à travers un petit onglet. Et je vais revenir à la diapo précédente. Alors, vous avez compris que je n'avais pas la main sur ma présentation. Donc, vous pouvez, et je le rappelle, vous pouvez poser vos questions à travers le petit onglet qui est en bas de votre écran, Q et R. Vous écrivez vos questions et je suis l'animatrice de ce webinaire, donc je reposerai les questions au fur et à mesure à nos 2 intervenants. Donc, je laisse en effet la parole déjà en premier à William Savoie qui va vous présenter Logélis Solutions Bois. À vous, William. Merci Estelle. Donc, William Savoie, je dirige donc la partie industrielle de la société Logélis et j'ai en charge aussi l'aspect développement de la société, pour lequel Laurent se présentera, qui nous accompagne sur la partie R&D. Donc, Logélis, donc création de la société en 2013 avec un début plutôt dédié au B2C. Et dans les années qui ont suivi, on a créé une autre filiale, Logélis Solutions Bois, plus dédiée au B2B. Donc, on est fabricant français de murs à ossature bois, isolé de mousse polyuréthane pour une performance énergétique voilà, bien en dessus de ce qui se pratique dans d'autres conceptions. On est une société avec un actionnariat familial, la société Pacifico.
Nos solutions techniques sont pour tous les secteurs de projets immobiliers, qu'elles soient de secteurs d'activité neufs ou rénovation. Voilà, on garantit des projets durables avec des rapidités d'exécution et des chantiers évidemment propres. Notre procédé est sous certification. Notre site de production est basé à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Au sein de l'entité Logélis, on a un service R&D et bureau d'études. On est une équipe environ de 28 collaborateurs. On a une capacité de production de 75 000 mètres carrés de murs à ossature bois annuellement. Notre équipement, deux équipements essentiels qui sont 2 lignes semi-automatisées comportant chacune une mousseuse à haute densité et des presses pour contenir l'expansion de la mousse. Notre système qualité industrielle est donc certifié par 2 audits par an pour l'aspect de la mousse PU et de notre process d'industrialisation. Ces organismes certificateurs sont le FCBA pour la partie process et le LNE pour la partie isolant. On a du coup une certification ACERMI pour la partie des isolants. On arrive sur notre produit, donc le Logipanel. Donc, le Logipanel, c'est notre élément de base. Sa composition, c'est donc de l'OSB ou d'autres types de parements en extérieur qui pourraient être du Weather Defense, avec des montants d'ossature classiquement qu'on va retrouver dans des solutions qui s'apparentent au DTU 31.2 et 31.4. Une mousse isolante injectée de polyuréthane. C'est ce qu'on voit sur la partie intermédiaire. Donc, on s'inscrit évidemment dans une filière sèche et ça répond bien sûr à toutes les normes actuelles et ça garantit une efficacité énergétique extrêmement importante. Le déroulé de cette partie de moussage, on a une partie de préparation qui est la mise en place de la structure bois et parement, qui peuvent être OSB ou d'autres types de parements. Ça, c'est sous la presse. On a une phase d'injection qui consiste à mousser les cavités dans les intervalles des bois, un temps de polymérisation et un temps de stabilisation des panneaux après moussage qui est d'environ 48 heures. Je vous montre en image la représentation de ce que je viens de vous décrire. Donc, en partie gauche, on voit l'installation d'une des lignes semi-automatisées qui est dédiée au panneau Logipanel. Donc, on voit des cavités. On voit une deuxième phase qui consiste à la mise en place des éléments OSB montant d'ossature verticale. Une troisième phase avec, on vient coiffer d'un panneau. Dans le cas présent, là, c'est un OSB, ça aurait pu être un Weather Defense. Et après, on voit la partie moussage, avec 2 personnes qui injectent de la mousse à l'état liquide et qui vient ensuite s'expanser à l'intérieur du moule. Les phases suivantes, on va retrouver donc le panneau moussé qui s'extrait du coup de nos conformateurs, un empilage sur des chariots à roulettes et ensuite une partie assemblage à l'horizontale des différents panneaux et ensuite un stockage vertical de panneaux assemblés dédiés au chantier. Ils sont du coup stockés sur des racks en attente de départ chantier. Alors, les avantages du polyuréthane. On a donc évidemment la légèreté de ce produit, une épaisseur contenue puisque c'est un isolant qui a un lambda très faible et donc avec une épaisseur minimum, on est capable d'avoir des très bonnes performances énergétiques. Une résistance mécanique accrue puisque notre mousse confère de la rigidité supplémentaire à notre ossature. En termes de durabilité, eh bien, on a une absence de tassement de la mousse et donc une durabilité de l'isolant et du coup de la partie thermique extrêmement importante. Côté thermique, on a une étanchéité à l'air de fait du moussage qui vient du coup coller sur l'ensemble des parois, que ce soit le montant intermédiaire ou les parois, du coup nous procure
une étanchéité à l'air qui est parfaite. Côté fabrication, on injecte de la mousse polyuréthane dans les cavités, donc on n'a pas de déchets de polyuréthane qui peuvent être dus à des coupes et autres. Donc on a 0 déchet de production de chantier, sur chantier en tout cas, et ni en atelier. Côté émission de COV, eh bien, notre mousse est classée A+, comme l'est par ailleurs l'OSB. Et c'est un isolant extrêmement durable puisqu'il a une durée de vie supérieure à 50 ans et de fait qu'il soit introduit entre 2 parements, il n'a pas du coup d'aspect de perte de performance. Donc, ce Logipanel, qui est notre élément de base, il s'introduit dans plusieurs solutions techniques. Donc, on a 3 solutions techniques, le Logiwall, qui est sous ATEC, le Logiskin sous ATEX en cours d'avis technique, et le Logi9 qui est en cours d'élaboration et qui est en cours d'ATEX. On va voir ces 3 solutions techniques. La première, le Logiwall, donc qui est dédié à de la structure, donc ce sont des murs structurels porteurs avec une possibilité de superposition de 3 niveaux, donc on peut aller jusqu'à R+3, donc avec un dernier niveau de plancher à 8 mètres. Donc là, on va retrouver du coup de la résistance de la charge verticale, de la charge horizontale, la résistance thermique évidemment, acoustique aussi. La solution Logiskin, là, on est sur de la façade rideau. Donc, la façade rideau qui est donc rapportée sur une structure existante, donc poteau, poutre, béton métallique. On va avoir sur cet aspect-là un système de maintien de nos panneaux via des platines développées par Logélis également qui s'appellent des Logifix et qui va servir à maintenir mécaniquement depuis la structure porteuse notre panneau en suspension. Donc là, on va retrouver aussi de la reprise de charge. Alors là, on n'a plus de reprise de charge verticale parce qu'on a juste les panneaux se superposant pas, on n'a que la reprise de charge horizontale, vent et séisme. On est sur des niveaux de bâtiment jusqu'à 28 mètres, donc dernier plancher à 28 mètres, donc des bâtiments de 31 mètres, voire 50 mètres, on verra ça un peu plus loin. Et on répond évidemment à l'aspect thermique et acoustique. Notre troisième solution, c'est donc le Logi9. Et donc ça, c'est une solution adaptée à la rénovation thermique. Donc là, on est sur des murs manteaux qui viennent du coup s'adosser à un bâtiment existant pour lequel on a déjà une façade. Et là, on est vraiment typiquement là, dans la rénovation thermique. Et ce produit vient conférer de la résistance thermique, acoustique et aussi effectivement de la résistance à la reprise de charge horizontale. Tout ça, ça se pose bien sûr en site occupé. Et du coup, c'est tout l'intérêt de cette solution d'ailleurs. En synthèse, on retrouve donc nos 3 panneaux, Logiwall, Logiskin et Logi9, avec des domaines d'emploi sur la partie de gauche où on vient, donc ça c'est les petits signes qui signifient la reprise de charge verticale pour le premier, horizontale, donc tout ce qui est vent et séisme pour le deuxième sigle, thermique et acoustique. Donc on voit les différentes applications où la particularité du Logiwall, c'est qu'on répond à l'entièreté. Pour le Logiskin et le Logi9, eh bien, on n'a pas cette partie reprise de charge verticale. Pour ce qui est des domaines d'application, donc nos 3 solutions répondent, alors que ce soit à la maison individuelle, au collectif, tertiaire et ERP. Donc en maison individuelle, on va plutôt effectivement retrouver du Logiwall par son aspect structurel, du Logi9 pour la rénovation thermique, donc là avec une limitation qui sera de R+3, donc des bâtiments de première et deuxième famille. Là, pour la partie collective, là, les 3 solutions sont possibles. Donc là, on va de la partie R+3 à R+9, voire R+15, alors sous condition de procédure d'ATEX, donc là, on est sur la 4e famille.
et ça, pas tant pour notre mur Logiskin, mais plutôt pour la partie revêtement extérieur. Donc, Laurent, il reviendra dessus tout à l'heure. Et donc là, on est sur des bâtiments de première, deuxième, troisième famille, éventuellement quatrième famille. Pour la partie tertiaire, donc toujours nos 3 solutions possibles. Et là, voilà, on va avoir des bureaux, des ERP de deuxième à cinquième catégorie et ERP, effectivement, aussi de première catégorie. Je crois qu'il y a un Voici. changement d'intervenant. Oui, Il Merci semblerait, ouais. William. oui. Ah, voilà. J'espère Alors, ne pas avoir peut-être été trop long. répondre à une petite question, puisqu'on est Oui. là un petit peu dans le process. Quelle est la dimension des panneaux et l'épaisseur des panneaux? Alors, la dimension du panneau en termes de format, on est sur alors pour ce qui relève du standard 2800 par 1196, 1200. Néanmoins, pour la partie de ce qui relève de la hauteur, on peut avoir de la variabilité et donc s'adapter à la hauteur des bâtiments. Et c'est notamment vrai pour la partie Logiskin, où là, on vient du coup s'adapter. Alors, on pourrait très bien faire du 2200, 2500, 2600. D'accord, très Et bien. pour ce qui est de Et encore l'épaisseur, un petit… Et en épaisseur, voilà. Et et par en rapport à épaisseur, la pardon, résistance thermique, on peut aller de 100 à 120 mm pour ce qui est de la mousse. Et donc, après, l'épaisseur va dépendre des parements, donc de l'OSB qui, côté intérieur, fait 12. Et côté extérieur, ça va être un OSB 12 ou un Weather Defense de 20 ou autre plaque. Donc, on est aux alentours entre 144 et ou même 100, 130, 131, jusqu'à, on peut être à 150. d'accord. Avec une résistance thermique à peu Alors, près pour la de configuration quelle valeur? minimale, on va être aux alentours de 5. Donc, un D'accord, R de ça c'est 5. mis. Ouais, Oui. ok. Avec un temps de déphasage aussi Alors, que le vous déphasage, alors savez là, on est un peu quantifier? plus sur un complexe plus global, mais avec une conception donc, de notre mur, plus un revêtement extérieur et intérieur, on est entre 10 et 13 heures en termes de déphasage. D'accord. Très bien. Voilà, je répondais à je posais quelques questions qui avaient été posées, puis les autres qui arrivent, là, je vois, on les posera à la suite de l'intervention donc de Laurent Bourdon, à la Oui, fin des 2 présentations. donc rebonjour à tous. Donc Laurent Bourdon, je suis le dirigeant À du vous, bureau Laurent. d'études. Ah, pardon, vous m'entendez? Oui, on vous entend, il faut Pardon. peut-être recommencer. Allez-y. Ouais, pardon, je pensais que… Oui, donc bonjour à tous. Donc Laurent Bourdon, je suis le dirigeant du bureau d'études d'Innovatech. Nous sommes situés à Annecy, en fait, en Haute-Savoie. Donc on est un bureau d'études spécialisé dans les structures bois et l'enveloppe du bâtiment. Une partie de notre activité est consacrée aussi à l'accompagnement des entreprises pour les aider en fait dans la mise au point et le développement de leurs produits. Et pour un certain nombre aussi, quand ils ont besoin d'aller au-delà, c'est-à-dire de faire évaluer leurs produits, notamment auprès du CSTB pour obtenir des ATEX ou des avis techniques. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que j'ai été sollicité il y a à peu près 6 ans maintenant par le GELIS, qui se trouvaient dans une phase où leurs produits étaient aboutis, ils commençaient à réaliser un certain nombre de chantiers, et sur certains chantiers, on leur demandait en fait de pouvoir peut-être apporter des justificatifs un petit peu plus complets que ce qu'ils n'avaient jusqu'à présent, et notamment le sujet qui posait souvent question, en fait, et c'est cette mousse polyuréthane, qui n'est pas forcément en fait un matériau qu'on retrouve, enfin même qu'on retrouve pas vraiment dans l'ossature bois, donc c'est quand même un matériau qui est connu de tous, mais on n'a pas coutume de le retrouver justement au sein d'une ossature bois. Et donc, quand j'ai rencontré le GELIS il y a à peu près 6 ans, il a été nécessaire justement de bien identifier ce que cette mousse polyuréthane apportait en plus à une ossature bois, de façon à pouvoir bien s'orienter vers l'évaluation de produits qui leur permettrait d'apporter des justificatifs. Donc, je ne vais pas forcément retracer ce que William a déjà précisé par rapport à leur mousse polyuréthane, mais si on le traduit un petit peu tout ce que cette mousse polyuréthane peut apporter pour le panneau, c'est intéressant. Donc, la performance thermique, ça, tout le monde l'a compris, que une mousse polyuréthane permet d'avoir des performances supérieures aux isolants qu'on peut avoir aujourd'hui.
Mais d'autres aspects que moi j'ai tout de suite identifiés comme étant intéressants, c'était notamment le côté hydrofuge de la mousse polyuréthane. Souvent, ce qui est difficile d'ailleurs à gérer dans l'ossature bas traditionnelle, notamment quand elle est préfabriquée en atelier, c'est la phase chantier, où on est toujours à craindre en fait les intempéries qui peuvent justement endommager en fait le panneau une fois qu'il est mis en œuvre. Et quand on a des isolants justement plutôt laine minérale ou à base végétale, on sait que toute reprise d'humidité pendant le chantier est à bien surveiller, est à gérer. Donc déjà, un des aspects que leur mousse polyuréthane apporte, c'est ce côté hydrofuge, donc en gros une forme d'insensibilité en fait à l'humidité en phase chantier. Un autre aspect qui est intéressant, c'est que du fait que cette mousse est étanche à l'eau, on se doute qu'elle a aussi sûrement des propriétés d'être étanche à l'air. Et quand on a ces capacités-là, on peut vite imaginer que, contrairement à ce qu'on peut faire aujourd'hui en ossature traditionnelle, où souvent les étanchéités, notamment intérieures à l'air, sont gérées par des membranes souples par vapeur, qui font aussi office de pare-air, eux, ils avaient la possibilité justement de ne pas en fait avoir recours en fait à ce type de solution, mais de partir plutôt sur une plaque d'OSB qu'ils pouvaient mettre sur la face intérieure. Donc, alors, je suis déjà en train de dévoiler ce que je vais dire par la suite dans les autres slides, mais c'est pour commencer un peu à expliquer justement les positionnements techniques de leurs produits, mais qui commencent à traduire justement qu'on s'éloigne un petit peu des techniques courantes. Et donc, les solutions qu'ils proposaient justement, enfin qu'ils proposent, c'est de traiter plutôt des étanchéités sous forme rigide et de ne pas partir sous forme de membrane, du fait que leur mousse polyuréthane permet justement, côté intérieur, à assurer une étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau. Donc, quand ils m'ont sollicité à l'époque, donc on avait fait un petit peu le tour de tout ce que pouvait justement apporter cette mousse polyuréthane, ce qui permettait peut-être de les distinguer de ce qui se faisait couramment. Et c'est là où on commence à apparaître en fait les notions de non-traditionnalité et de traditionnalité. Donc on a fait un petit tableau un petit peu récapitulatif. Alors l'idée c'est pas non plus de retracer en fait tout le DTU 31.2 ou 31.4, mais c'était de pouvoir mettre en exergue justement la solution proposée par l'EUGELIS et ce que la réglementation actuelle reconnaît en fait comme technique courante. Donc aujourd'hui, à la lecture en effet des DTU 31.2 et 31.4, l'isolant reconnu au travers de ces DTU, c'est essentiellement les laines minérales, donc laine de verre et laine de roche. Donc déjà, le GELIS, en proposant de la polyuréthane, on se positionnait du coup sur un point de non-traditionnalité. Et dans la récente révision du DTU 31.2 et dans la sortie du DTU 31.4, au niveau de la migration de vapeur d'eau est apparue une notion qui n'était pas forcément présente dans les versions antérieures. C'est que jusqu'à présent était reconnue en fait la mise en œuvre d'une membrane par vapeur souple, permettant de gérer l'étanchéité à l'air et la vapeur d'eau face intérieure de la paroi. Et dans les révisions 31.2 et 31.4, est apparu en fait un dispositif constructif qui permettait justement de s'affranchir peut-être de cette membrane par vapeur souple en commençant à travailler justement des notions de perspirance de paroi, donc avec des règles facteur 5, où on commence à introduire peut-être justement une plaque d'OSB sur la face intérieure de l'ossature, et on laisse migrer en fait doucement la vapeur d'eau à l'intérieur de la paroi, mais tout en s'assurant que cette vapeur d'eau en fait puisse sortir de l'extérieur de la paroi. Donc c'est là où c'est le facteur 5, où on considère en fait qu'il y a des niveaux de perméance de 1 à 5 différents entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, le gélis, malgré cette mousse polyuréthane, en fait, ne rentrait ni dans l'un ni dans l'autre. Donc l'idée, c'était pas de mettre une membrane par vapeur souple, mais pour autant, ils sont pas dans une logique de perspirance, c'est qu'ils sont plutôt dans une logique d'étanchéité. C'est que la mousse polyuréthane, en plus, associée à l'OSB face intérieure, crée réellement une vraie barrière naturelle en fait, d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau. Donc, quand on commence à identifier en fait ces deux points, on va dire, de non-traditionnalité, on se rend compte qu'il va falloir sûrement apporter des justificatifs complémentaires auprès des acteurs de la construction, parce qu'on ne peut pas dire qu'on répond directement aux DTU 31.2 et 31.4. Alors, le slide suivant, alors c'est repris en fait du site internet de la QC, que le FCBA a retravaillé aussi en parallèle par la suite. Mais alors c'est un schéma qui est assez complexe, mais qui a le mérite justement de préciser
comment peut être reconnu en fait un produit ou un système constructif par rapport aux différents acteurs de la construction. On y distingue en fait en haut à gauche en fait tout ce qui concerne en fait le domaine traditionnel, sur la droite le domaine non traditionnel, et on distingue aussi la notion en fait en bas à gauche des techniques courantes, des techniques non courantes. Ce qu'on cherche tous inévitablement, c'est plutôt de s'orienter en fait sur des produits en fait connus et maîtrisés. Donc on a plutôt tendance à essayer tout de suite d'aller vers justement des produits qui sont du domaine traditionnel, donc devenus en fait monnaie courante dans la construction et qui sont du coup qualifiés comme techniques courantes. Ça a aussi en fait un impact sur le côté assurantiel. Donc on voit tout à gauche, en effet, à partir du moment où un produit ou un système constructif répond à une norme ou des TU, pour le coup, on est sûrement dans un domaine d'assurabilité plus simple. Et plus on s'éloigne vers la droite, et plus on commence à être sur des zones, en effet, où on est peut-être un peu moins sur des produits qui vont nécessiter justement d'apporter des justificatifs complémentaires. Et donc, l'analyse avec Logélis, c'était de leur dire, vous ne répondrez pas, en fait, notamment en DTU, donc inévitablement, vous allez avoir un caractère de non-traditionnalité, mais pour autant, il faut quand même que votre produit puisse être reconnu, en fait, en technique courante. Et c'est là où on voit le classement, en fait, de tout ce qui est avis technique et ATEX. Alors, j'ai pas la main, n'ayant pas la main, je sais pas si William peut, alors, reviens, pardon, reste sur le slide précédent. Je sais pas si toi, tu peux bouger ta souris sur le, non, c'est pas dit. Si, ouais. Voilà, c'était les deux, avis technique et ATEX. C'est là où on voit que c'est deux solutions aujourd'hui proposées par le CSTB qui permettent en effet d'être comme identifié comme étant un domaine non traditionnel, mais de revenir en fait vers ce qu'on pourrait qualifier de technique courante. Donc, dans l'approche, on va voir dans le slide suivant, mais en restant comme là-dessus, c'est que sur la droite de ce document, on a les fameuses ETN, les enquêtes de techniques nouvelles. Donc, c'était une solution vers laquelle Logélis s'était orienté dès le début, mais on se rend compte que elle ne permet pas en fait de monter petit à petit en niveau vers des techniques courantes. Alors, par contre, tu peux passer au slide suivant. On a essayé de refaire une petite frise un petit peu pour montrer en effet que quand on part sur un produit innovant, alors on se marginalise un petit peu parce que justement, on sort d'un produit qui est normé. Alors ça a le mérite quand on est innovant, c'est que quelque part, on peut se distinguer en fait de la concurrence. Par contre, on se met dans une position où il va falloir justement suivre un long chemin de croix peut-être, qui va être justement ce chemin de croix pour l'évaluation produit. Alors, je dis beaucoup évaluation parce que souvent par raccourci, on parle beaucoup de certification. Mais je sais que notamment le CSTB ou d'autres organismes n'aiment pas trop ce terme-là, en fait. Ils préfèrent plutôt la notion d'évaluation. Ça n'empêche que pour les entreprises, généralement, quand on a une ATEX ou une avis technique, on le perçoit comme étant cette certification, mais on parle plutôt d'évaluation. Donc, William disait, donc, création de Logélis, je crois que c'était en 2013, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, en 2014, vous avez déposé un brevet. En 2015, vous avez donc commencé à sûrement vous poser les questions d'obtenir une évaluation de produit pour pouvoir réaliser les premiers chantiers. Donc, à l'époque, vous vous étiez orienté en fait vers une ETN, enquête des techniques nouvelles. Donc, généralement, c'est les bureaux de contrôle en fait qui proposent ces évaluations, donc ces enquêtes de techniques nouvelles. Alors, elles permettent, comme on peut le voir là, dans certaines entreprises, de réaliser les premiers chantiers. Elle a souvent la limite, c'est qu'une ETN n'est reconnue que par le bureau de contrôle qui lui-même a délivré cette enquête de techniques nouvelles. Donc, c'est là où ça se corse, c'est que un chantier sur lequel un autre bureau de contrôle serait sollicité, il ne va pas forcément reconnaître l'ETN. Donc, on se rend compte que assez rapidement, de réaliser tous ces chantiers avec le même bureau de contrôle, c'est pas toujours simple parce que c'est pas forcément l'industriel qui va lui pouvoir retenir le bureau de contrôle. Donc du coup, c'est en 2017 que donc vous m'avez sollicité où Logélis commençait à se rendre compte que sur certains chantiers, il était nécessaire de pouvoir apporter des justificatifs un petit peu plus, comment on pourrait dire, plus étoffés et qui permettaient vraiment de circonscrire en fait l'emploi des panneaux. Et donc c'est là où je vous avais proposé de vous inscrire en fait dans une démarche d'ATEX.
il existe, on va dire pour faire simple, 2 types d'ATEX. On a ce qu'on appelle les ATEX de cas A. Donc, c'est une évaluation délivrée par le CSTB. Une ATEX de cas A, généralement, donc c'est préalable à un avis technique. C'est qu'un produit qui n'a jamais eu d'évaluation préalable, qui permet donc quand on a l'avis favorable sur une ATEX de cas A, ça permet en fait à l'industriel, sur généralement une durée de 2 ans, de pouvoir réaliser ses premiers chantiers en phase expérimentale, puisque ATEX, ça veut dire appréciation technique d'expérimentation. Le CSTB a aussi conscience que quand on fait une première demande sur un produit innovant, c'est que généralement, on est aussi dans une phase de démarrage, un peu d'expérimentation, mais ça peut être aussi rien que dans la fabrication du produit lui-même en atelier, qui est peut-être pas dans sa phase définitive, mais qui peut être aussi une phase expérimentale sur la mise en œuvre. Donc on va dire qu'une ATEX, c'est un peu un permis probatoire de 2 ans qui permet à un industriel de réaliser de façon un peu expérimentale ses premiers chantiers. Il propose aussi en fait des ATEX de KB, qui est des fois d'ailleurs un peu plus simple. C'est toujours dans une phase expérimentale, mais c'est pas propre à une durée, c'est plutôt propre à un chantier. D'ailleurs, c'est souvent plus simple. C'est que, d'ailleurs, un industriel peut dire: oui, mais moi, ma technique, je vais pas forcément la mettre en œuvre systématiquement de la même façon pendant 2 ans, mais je préfère plutôt réaliser un premier chantier, avoir mon propre retour d'expérience, et si jamais je dois modifier 2-3 choses, je passerai à l'étape suivante. D'ailleurs, c'est donc par ça qu'a commencé Logélis. Ils se sont dit, on va commencer par une ATEX de KB, donc qui va être propre à un chantier. Donc, pour la partie Logiskin façade rideau, ils ont réalisé une première réhabilitation sur Lyon, en juin 2018. Et pour la partie Logiwall, c'est noté un lotissement de 10 maisons individuelles dans l'Ain. Donc, première étape après l'ETN, c'est de se dire, il faut qu'on ait une évaluation produit peut-être quand même un peu plus précise et qui permette justement aussi d'élargir un petit peu le domaine d'emploi. Donc, démarche prudente, c'est que on commence par une ATEX de KB favorable, ils exécutent le chantier, ils se font un retour d'expérience. De là, il y avait eu, je ne sais plus, mais je crois pas, des évolutions du produit. Je pense que le produit était resté le même, mais il avait permis d'entériner le fait que ça fonctionne. Donc, demande auprès du CSTB de passer en ATEX de KA, une démarche forcément un petit peu plus longue, qui leur a permis en effet, pour le Logiwall, d'avoir une validité de 2 ans, et pour la partie Logiskin, validité de 3 ans. Donc c'est là où on voit un petit peu la progression, et de toute façon derrière, le propre assureur de Logélis, c'est le premier aussi demandeur justement d'avoir des garanties sur les produits qu'ils mettent en œuvre, de façon à pouvoir les assurer correctement. Alors du coup, je me souviens à l'époque, Logélis, c'est bon, pendant 3 ans, mais en fait les 3 ans ou les 2 ans d'ATEX, ça passe très vite, et il fallait déjà en fait se mettre au travail pour envisager la suite suivante, qui était le passage à l'avis technique. Donc, pour le panneau, si je les reprends dans l'ordre, le panneau Logiwall, oui, la texte de cas a validité 2 ans, donc il a fallu rapidement passer à l'avis technique. Donc, ils ont obtenu en novembre 2022 pour une durée de validité de 3 ans. Ça montre, voilà, aussi que quand on part dans ces démarches d'innovation, c'est que une fois qu'on en a fait la démonstration, malheureusement, c'est pas sur des échéances de 10 ans, c'est que on est quand même sur des échéances courtes de 2 ou 3 ans. Et d'ailleurs, en 2025, il faudra à nouveau que le Gélis repasse en commission pour réobtenir en fait une prorogation quelque part de la vie technique qui sera peut-être pas de 3 ans cette fois-là, mais peut-être de 4 ans. Et donc pareil pour la partie panologie skin. Et puis donc là, les démarches en cours de Logélis, c'est notamment sur le panologie neuve, donc mur manteau comme le présentait William, où l'objectif qu'ils se sont donné, voilà, ce serait d'obtenir latex de KA du coup pour la fin de l'année. Ensuite, alors là, ça vous a permis de montrer que, alors juste pour faire à nouveau, enfin pour repréciser l'Innovatech, nous c'est ce qu'on peut justement apporter comme accompagnement, c'est toutes ces phases d'ATEX, d'avis technique qui sont souvent fastidieuses, donc c'est l'accompagnement qu'on peut vous apporter. Et pour resituer un petit peu aussi ces démarches-là, on a refait à nouveau une nouvelle frise. C'est pour montrer que quand on est innovant, soit en effet qu'on a éventuellement des spécificités qui ne sont pas normées, sur lesquelles il faut apporter des justificatifs, mais
on peut être aussi vraiment en fait en avance par rapport au cadre normatif actuel. Et pour le coup, les obtentions d'ATEX ou d'avis techniques peuvent être plus ou moins laborieuses en fait. Donc là, on a essayé de resituer les démarches présentées juste précédemment par rapport en fait au cadre normatif. On sait qu'aujourd'hui, il y a 2 DTU qui régissent, on va dire, la construction bois en France. Il y a le 31.2 plus ciblé sur la construction ossature bois, qui a été révisé en fait en mai 2019, qui a introduit quand même des domaines d'emploi qui sont assez intéressants. Avant mai 2019, on va dire que souvent on cantonnait en fait le DTU à pouvoir faire de la construction ossature bois, mais limité à du R+2. Et cette révision du DTU, comment dire, entre guillemets, autorise en tout cas vise des hauteurs de bâtiments jusqu'à 28 mètres. Donc on sent qu'il y a déjà eu une évolution importante. Mhm. Et ensuite, il y a eu la sortie du DTU 31.4 en mai 2020, qui lui donc focalise plus sur la partie façade ossature bois. Et c'était pour montrer que, en effet, les démarches de l'OGLIS, que ce soit en ATEX de KA ou de KB, elles étaient postérieures en fait à ces mises à jour ou de sortie. Et du coup, c'était des périodes qui étaient plus difficiles, on va dire, parce qu'il n'y avait pas de référentiel. C'est d'ailleurs vraiment le paradoxe, c'est que quand on est sur l'innovation, on se doute qu'on n'a pas forcément de référentiel, mais pour évaluer un produit, on cherche systématiquement à le comparer à un référentiel. Donc en fait, souvent, on tourne un peu en rond, c'est que on essaye de voir à quoi ça peut se raccrocher, mais en fait, ça peut se raccrocher à rien du fait que c'est innovant. Oui, mais pour autant, pour pouvoir savoir si ça fonctionne, il faut qu'on se raccroche à quelque chose. Donc, souvent, c'est un peu complexe. Alors, Mais donc Laurent, j'ai une voilà, petite pardon. question qui arrive. Pardon, parce que le chrono tourne aussi. Ouais, puis moi, il Et faut en m'arrêter fait, parce il y a que beaucoup généralement, quand de je suis questions qui parti, arrivent. Donc, on va. voilà. Je pense qu'il y en a une qui est un petit peu associée aussi, justement, aux dates des différents DTU, leur évolution, la FOB, etc. Et quelle finition possible sur les panneaux Logi-Wall et Logiskin. Je pense qu'en Alors, fait, voilà, il y a peut-être un lien là à rappeler entre les oui. différentes évolutions et les finitions possibles. Alors, le sujet est un peu malheureusement le même, en fait, que ce soit pour les panneaux Logélis ou pour les panneaux en fait conformes au DTU 31.2, 31.4 ou tout autre type de panneaux, que ce soit en panneau CLT ou d'autres panneaux. Euh, En fait, on a un décalage entre le propre domaine d'emploi des revêtements extérieurs. La grande majorité des revêtements extérieurs, de toute façon, sont sous avis technique ou sous ATEX, qui les limitent eux-mêmes par rapport à un domaine d'emploi. Donc, généralement, leur pose est compatible sur l'ossature bois ou du panneau massif CLT ou autre, donc aussi compatible avec les panneaux Logélis qui sont de l'ossature bois. Et souvent, en fait, donc, la limite de l'emploi des revêtements extérieurs, c'est pas tant son support, donc c'est pas le panneau CLT, c'est pas l'ossature bois, c'est pas le panneau Logélis, c'est vraiment malheureusement le domaine d'emploi en fait du revêtement extérieur. Donc j'ai pas en tête, mais pour moi les panneaux Logélis n'ont pas plus de limites que d'autres, donc ils peuvent recevoir tout type de revêtement extérieur dans la limite du propre domaine d'emploi du revêtement extérieur. Je sais pas si j'ai D'accord. été clair, hein. D'accord. Est-ce qu'il y a une limite en termes de hauteur, justement Celle du revêtement extérieur, en fait, qui, pour certains, vont être limités à 9 mètres, certains à 18, certains à 28 mètres. D'accord. Et pour une grande majorité, en effet, c'est difficile d'aller au-delà de 28 mètres. La possibilité d'aller, c'est de faire des ATEX. Alors, on tourne toujours un petit peu en rond, hein, mais souvent, pour aller chercher des bâtiments d'habitation, par exemple, de quatrième famille jusqu'à 50 mètres, il n'y a pas forcément beaucoup, même très peu de revêtements extérieurs qui peuvent aller jusqu'à là. Certains vont être limités à 28 mètres, mais en déposant une ATEX sur un projet, ça permet justement d'apporter les justificatifs pour montrer qu'il est capable d'aller jusqu'à 50 mètres. Et le GELIS a, en tout cas lui, démontré que son support, son panneau est en capacité d'aller jusqu'à 50 mètres, que ce soit l'étanchéité à l'air, à l'eau, que ce soit la sécurité incendie. D'accord, ok. Alors, petite question d'ailleurs concernant l'étanchéité à l'air. Comment vous assurez l'étanchéité à l'air entre panneaux? Puisqu'en fait, il n'y a pas de Alors, recouvrement de par vapeur. Donc, finalement,
Quel est Alors, votre moyen d'assurer cette étanchéité à l'air? l'étanchéité à l'air, elle se fait du coup entre plaques de parement et ça à l'aide d'adhésifs. Donc, on a un D'accord, adhésif au droit de chaque jonction de montants verticaux, donc de 2 parements, et puis après sur le pourtour global de l'ossature. d'accord, OK. Bon, bah, très bien. Pardon Laurent, mais je pense que, je ne sais pas si vous aviez terminé votre, présentation? Il me semble, Et voilà, alors j'avais une question pour vous. je vous en prie. Votre système est-il reconnu équivalent à un support COB DTU 31.2 ou FOB DTU 31.4? Bon, c'est tout Oui, le bah, justement, oui, c'était l'intérêt en fait des ATEX et des avis techniques. C'était vraiment de ne focaliser que sur cette mousse polyuréthane, qui est vraiment un élément non traditionnel de l'ossature bois classique. Mais sinon, oui, les panneaux, que ce soit le Logiwall, Logiskin et futur Loginov, ils sont reconnus conformes support DTU 31.2, 31.4, tout à fait. très bien. Merci. Bah, écoutez, il y a d'autres questions, mais je vous les poserai à la fin, puisqu'on va terminer la présentation. Vous allez avoir des petites réponses à travers la fin de la présentation. Alors, Donc du coup, je reprends la on va main. continuer. On va synthétiser du coup ce qui vient ce qui s'est été dit tout au long de cette demi-heure passante. Donc, ce qu'il faut retenir globalement de l'Ogélis, bien, c'est que c'est une entreprise innovante, ça vous l'avez compris, et agile parce que vous voyez que dans son développement, on a eu plusieurs aspects. Donc, sur la partie Logiskin, puis Logineuve, et on est déjà en réflexion pour des projets à venir qui sont notamment du module 3D. Hein. On existe depuis 10 ans avec une capacité de production relativement intéressante. Et que voilà, nos produits, on s'efforce à ce que, enfin, s'efforce et on s'oblige à ce qu'ils répondent à l'intégralité de la réglementation, évidemment. En plus de tout ça, on a un accompagnement du coup pas à pas et on a, comme je vous le disais au début, l'aspect conception, étude, où là, on a le bureau d'études intégré. En conception, on est aux prémices des dossiers pour que on soit le plus en adéquation avec notre système. Donc, on travaille très en amont avec les maîtres d'ouvrage. Côté travaux, bien, on a de l'assistance par le biais, alors, une partie du bureau d'études, mais notamment par nos conducteurs de travaux qui sont systématiquement en présence pour alors, soit assurer la pause, soit en tout cas gérer toute la coordination. Là, donc, on a vraiment un suivi à 360 qui est aussi, dont on n'a pas parlé, donc la partie commerciale. On verra dans les slides à venir la répartition. Et après, effectivement, la partie, tout ce qui est garantie du coup, de construction d'excellence énergétique et avec des matériaux de qualité durable. Et ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est lié à notre certification sur notre processus et la mousse. Donc, bien sûr, on a des valeurs d'entreprise, alors, et notamment, on est associé à Ecotree, où chaque mètre carré vendu de panneaux, que ce soit Logiskin, Logiol ou autre, eh bien, on reverse 1 euro pour la reforestation en France. Et ça, je le signale parce que c'est quand même notable. Et puis après, évidemment, on fait très attention à tout ce qui est consommation d'énergie et puis à toutes les bonnes pratiques qui sont employées au sein de l'usine et on veille aussi sur la partie chantier. Là, on peut voir nos différentes certifications. On ne les énumère pas, on les visualise. On utilise évidemment des pots PEFC, les RE 2020, on a toutes les fiches de données sécurité environnementale et sociétale de nos produits. On est sous Acermi pour notre mousse.
Alors, justement, j'ai Oui. une question concernant, pardon, la provenance des produits bois, que ce soit l'ossature ou les panneaux d'OSB. Êtes-vous en capacité à voilà, identifier en effet les forêts d'où viennent ces produits Alors, dérivés du bois? le bois, il est majoritairement de provenance des bois de France. Néanmoins, il nous arrive quelquefois de déborder un peu sur des bois qui proviennent des pays de l'Est. Voilà, mais majoritairement, on est à 80% des bois français. Français, Oui, d'accord, essentiellement des résineux, pour les bois essentiellement des d'ossature. résineux. On emploie D'accord, à 90% de l'épicéa. Voilà. d'accord. Alors, petite question aussi sur l'impact CO2. Oui, Alors, vous avez des fiches FDES, c'est ça? oui, absolument. Propres Donc, on a fiches FDES ou ce oui, sont des fiches, hein? D'accord, OK. on a nos propres fiches FDES et qui reprennent en fait du coup l'intégralité de nos émissions du berceau à la tombe, mais de notre complexe global, hein. Donc y compris tout ce qui est ferrure, etc., qui permet de la mise en œuvre sur chantier. Donc ça, c'est D'accord, très bien. consultable, c'est tout en ligne. D'accord. Alors donc, comment est anticipée la fin de vie du panneau, étant donné que la mousse se retrouve, associée à l'OSB, c'est-à-dire peut-être, adhérente au panneau OSB? Est-ce que vous arrivez à dissocier les choses, en fin de vie? Alors, actuellement, il y a plein d'études et de perspectives pour ce qui est de l'ordre du recyclage. La première possibilité qu'on ait et qui doit rester en tête, c'est le panneau qu'on retrouverait sous sa même forme. On peut démonter le panneau et le réutiliser en tant que tel. D'accord. C'est le Voilà. réemploi du C'est le panneau, réemploi, voilà, plus d'accord, que la recyclabilité de la matière, puisque comme vous venez de le décrire, on a quand même des éléments qui sont collés de par la nature du PU, et donc on est d'accord, plutôt dans du réemploi que de la du réemploi. recyclabilité. Après, de la D'accord. recyclabilité du PU, il y en existe, hein, mais c'est pas le domaine, c'est pas la voie qu'on choisit. On est plutôt dans le réemploi de nos propres panneaux. Et quand je dis ça, on est dans des horizons à 50, 100 ans, hein. Très bien. Alors, on a bien compris que la mousse polyuréthane était hydrofuge. Oui. Alors, donc ça rend des parois bien étanches et justement, ça a certains atouts, sur certaines typologies de construction. Mais comment est gérée la phase chantier lorsqu'il peut y avoir une quantité d'humidité non négligeable à évacuer lorsque la VMC n'est pas encore en fonctionnement? C'est vrai que c'est parfois des problématiques chantier qui peuvent arriver quand on a une enveloppe, complètement, fermée, avec des menuiseries posées. À un moment donné, en effet, on va chercher à évacuer l'humidité, installée, en mode, chantier, hein, due aussi à des finitions, des éléments, humides, hein, qui sont rapportés, hein, en phase de chantier. Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous avez eue ou pas encore? Ou que vous aurez peut-être? Je ne sais pas. Alors, Laurent, je sens que tu es prêt à rebondir sur le sujet. Je te laisse répondre dans un premier temps, puis je complète si toutefois il y a quelque chose à rajouter, mais je sens que tu es prêt à y répondre là. Oui, non, mais je pense qu'en effet, enfin, le sujet est là, je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez rencontré, hein, souvent c'est quand on a recoulé les chape intérieures sur les dalles béton, ou Mmh. généralement, bah, d'ailleurs, on le fait une fois qu'on a fait le cloisonnement intérieur. Et il est vrai que c'est un sujet qui doit être abordé chantier, enfin, en amont du chantier. Après, c'est pas propre qu'au panneau Logélis ou autre, je pense que c'est propre à toute technique constructive, surtout à partir du moment où on a du bois. Bah, il est clair que c'est une anticipation à avoir, c'est soit de s'assurer qu'on ventile bien, c'est de voir si on n'amène pas en fait des séchoirs thermiques, des sicans, enfin, il y a plusieurs solutions et c'est un sujet à ne pas négliger. Il y a quand même un aspect qu'il faut voir, c'est que pour l'avoir malheureusement vu sur des ossatures bois plus traditionnelles, c'est que ces montées en humidité qu'il faut surtout pas négliger. C'est sûr que quand on est sur de l'ossature
avec un pare-vapeur souple et un isolant minéral ou même végétal à l'intérieur de l'ossature. On a vu des fois où il fallait réouvrir en fait toutes les membranes souples pour assécher le panneau. Donc là, c'était plutôt des choses assez inquiétantes. Là, c'est vrai qu'il y a un côté déjà rassurant, c'est que la vapeur d'eau va peut-être se traduire, si elle devait se condenser sur les OSB intérieurs des panneaux leviers, mais elle ne pénétrera jamais à l'intérieur de l'ossature. Donc, si ce problème devait être rencontré, il n'y aurait pas d'endommagement en fait, du panneau. Donc, c'est déjà quand même une bonne nouvelle. Mais après, quand on met une ossature bois traditionnelle avec un pare-vapeur, on est aussi étanche du coup. Donc, je pense que c'est plus une problématique chantier qu'il faut avoir en général que propre en fait à cette solution constructive. Mais je ne sais pas si vous avez été déjà confronté, William, à ça, mais en effet, faut bien anticiper. Ouais. Oui, c'est exactement ça. C'est des choses qui se prévalent en amont de la Mmh. mise en œuvre. C'est exactement ça. Parce que j'ai une autre question qui arrive, mais qui rejoint en effet ce sujet d'humidité. Je Mmh. vais vous la poser. Comment est traité le risque de condensation entre la paroi existante, quand on est en effet sur une pose sur un bâti ancien, donc entre la paroi existante et votre panneau posé à l'extérieur en mur rideau? Ah, donc là, du coup, on En est dans le Loginov, hein. cadre Entre les deux. du logis neuf et du coup de latex Voilà, c'est à une venir. petite question. Oui. Faut pas que ce soit une Bah question alors, piège, là, du mais coup, c'est bien, ça non, permet de réfléchir. non, ce n'est pas une question piège, c'est du coup tout l'objet de notre démarche actuelle qui va conduire à la latex prochainement, d'ici fin d'année, euh, pour, euh, pour répondre à toutes ces solutions. Mais Laurent, tu as peut-être déjà sans doute partiellement des réponses à apporter, mais on n'a pas Ben, tout étudié encore, hein. en fait, le risque de condensation, en Alors, effet. on a un petit problème de connexion. Ah, allez-y Ah, Laurent, oui. vous m'entendez? Pardon. Oui, ce Oui, problème de c'est bon. condensation, ça peut être entre guillemets un faux problème, c'est que tout bâtiment ne peut pas forcément se rénover de la même façon. Donc, ce qu'on regarde là dans l'avancement de la mise au point du panneau Loginov, c'est qu'il sera possible que certaines parois existantes ne pourront pas recevoir en fait la solution de Logélis parce qu'elle n'est pas adaptée en fait. Donc ça, c'est d'ailleurs un sujet qui, pour moi, est important. Souvent, beaucoup considèrent que le DTU 31.4 traite ce que nous, on qualifie de murs mentaux, ce qui, pour moi, est absolument pas le cas. Le 31.4 gère de la façade rideau, où on vient vraiment rapporter une façade qui joue le rôle entre l'intérieur et l'extérieur. Pour moi, le mur manteau mériterait en fait un DTU à lui seul, un 31.5 ou un 31.6. C'est pour ça d'ailleurs que le GELIS fait la démarche, elle, d'aller en latex, parce qu'il faut vraiment démontrer les fonctionnalités. Et souvent, quand on rapporte un isolant par l'extérieur, si le complément d'isolation rapporté est supérieur à la performance elle-même de la paroi existante, il n'y a pas de risque de condensation parce que vous déplacez en fait le point de rosée. Voilà. Par contre, ce qu'il faut bien gérer, c'est que la surface de contact entre le mur manteau que vous rapportez et la façade existante, il ne faut pas en effet qu'il y ait potentiellement de l'air parasite. Il faut que cette surface de contact soit idéalement comblée en fait par un matériau isolant, mais qui sert souvent euh, à retrouver en fait la gestion des tolérances d'une façade existante par rapport à celle qui est rapportée. Mais en effet, le mur manteau est un sujet à part entière. Il ne faut pas qu'il y ait de contre-performance où la solution rapportée crée plus de désordre que la façade qu'on est censé réhabiliter. Alors, j'ai une autre question. Alors, merci aux spectateurs, en effet, de vous nommer, hein. C'est plus facile, en effet, pour retraduire les questions. Mais je vais vous la poser parce qu'on en a évoqué ce point, justement, sur l'aspect sécurité incendie. Quelle est la résistance au feu de vos panneaux? Ah, alors la résistance au feu du panneau, il faut l'entrevoir au sens du complexe global, en fait. Après, notre panneau, intrinsèquement, il a une résistance, mais après, plus globalement, on répond à la résistance au feu en ajoutant, ça peut être notamment, on parlait de weather defense en partie extérieure, pour avoir une heure de coupe-feu incendie. Ça peut être par du BA13 en partie intérieure, en plus de notre mur. Donc cette partie-là, on l'englobe plutôt au sens général du complexe de mur. Et sinon, notre panneau sol, Laurent, tu me contredis si je dis une bêtise, mais c'est un quart d'heure.
Ce que j'allais compléter, ouais, je crois que le panneau Logélis par défaut, enfin le Logiwall ou comme le Logiskin, vous êtes REI 15. Et si Oui, jamais il faut aller chercher REI 30, REI 60, il est complété par soit le doublage intérieur lui-même, ou en effet par le choix d'une plaque de parement haute que l'OSB, mais qui peut être par exemple de la Weather Defense de 20 mm, qui permet d'aller chercher la demi-heure ou autre. Très bien. Eh ben, parfait. Alors, attendez, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Si, oui, Vous m'entendez? on vous D'accord, entend très pardon, bien. excusez-moi. J'avais une petite… écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. De toute façon, vous pouvez retrouver Latex, alors déjà d'une part sur facetbois.com, mais aussi auprès de Logélis directement. Hein, donc, Oui, tout bien sûr. est… Voilà. Donc, il n'y a aucun souci, en effet, pour que vous puissiez vous procurer ces documents. Je vous laisse la main, William, pour peut-être terminer votre présentation. Oui, alors du coup, voilà, pour terminer avec cette présentation, voilà, on a une équipe commerciale nationale divisée en 4 secteurs d'activité. Voilà, on a plutôt la partie Île-de-France, Rhône-Alpes, enfin le découpage Rhône-Alpes en 2 parties, et puis après un directeur commercial sur la partie Grand Ouest. Voilà, donc ce sont des personnes qui captaient l'ensemble des projets et puis après qui sont en lien avec nous pour toute la partie développement. Voilà, moi j'en ai fini. Ah, et également, Estelle. merci William. Oui. Également, donc en effet, vous allez pouvoir retrouver toute l'information sur facetbois.com, la plateforme qui centralise l'information pour les professionnels, à travers les pages dédiées à Logélis. Alors, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller faire les curieux, je vous invite à aller sur les pages dédiées aux entreprises. Donc, d'une part, ici, donc, vous allez avoir un onglet Contact, vous arrivez sur la page industrielle, vous cliquez sur les logos et à travers tous les logos qui se présentent à vous, vous pouvez récupérer, je dirais, le contact privilégié que vous avez et qui pourra répondre à votre question technique, demande de devis, approvisionnement, commande, etc. Mm. Également, vous pourrez retrouver tous les 3 panneaux qui vous ont été présentés à travers les pages produits dédiées. Donc là encore, vous allez avoir une description du produit, mais aussi une consultation, en effet, des avis techniques ou des ATEX qui vous ont été nommés. Donc, vous avez toute l'information nécessaire pour aller retrouver l'information, voilà, et les éléments qui vous ont été présentés. Et en dernier lieu, eh bien, en fait, vous avez également une rubrique Actu, donc ça fonctionne comme un blog. Et sur cette rubrique Actu, vous allez pouvoir retrouver, alors déjà d'une part, les invitations au webinaire, mais surtout le replay de ce webinaire, donc à travers un article en ligne avec le résumé, la présentation et la vidéo, puisqu'en fait, on est sur un modèle enregistré. Vous aurez toutes ces informations et j'aurai le plaisir de vous envoyer un mail vous indiquant où retrouver cette information d'ici quelques jours. Je vais remercier nos 2 intervenants. Merci beaucoup, William Savoie et Laurent Bourdon.